Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch. On est sur Twitch en ce lundi 25 septembre 2023. Je tiens à vous présenter mes excuses pour mon absence de vendredi ou samedi si vous m'attendiez sur YouTube. Le man est malade. Oh, encore? Ben oui. Et puis avec les préparatifs autour d'Origami, etc., hein, c'est un petit peu plus compliqué qu'à l'accoutumée. Bref, j'essaie quand même de rester un petit peu au contact de l'actu avant que ça ne redevienne mon métier à plein temps. Et ma foi, on va parler naturellement de Microsoft. De Microsoft en lui-même, de Microsoft et Activision, de Microsoft et le reste de la planète, de Microsoft Xbox, de Microsoft Cloud, de plein de choses liées à Microsoft, mais pas que, bien sûr. Nous aurons aussi l'occasion de parler un petit peu de Unity. Bah oui, hein, c'est un petit peu dans les sujets du moment en matière de jeux vidéo, et on fera du coup un suivi par rapport à ce qu'on s'est dit la semaine dernière. On parlera de Platinum Games, de Starfield. On aura l'occasion de reparler un petit peu de ce Callisto Protocol, et ce ne sont pas des bonnes nouvelles, et bien sûr du groupe Embracer. Quelle surprise, là non plus ce ne sera pas vraiment des bonnes nouvelles. Qu'est-ce que je peux vous dire en attendant? Juste, ah oui, la manière dont a été construite cette émission est un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a eu des très très gros sujets qui mériteraient en fait des émissions absolument dédiées, où on épluche des documents pendant des heures et des heures, et où on prépare quelque chose qui soit simplement dédié. Mais là, je vais essayer je vais survoler un certain nombre de dossiers. Et si, ma foi, je peux vous orienter vers des endroits où certains dossiers ont été plus approfondis, j'essaierai de le faire autant que possible. Mes excuses, mais là, effectivement, avec la crève, j'ai dû un petit peu bidouiller avec ce que j'ai pu. Voilà. On commence? On va pas commencer avec le leak Microsoft, parce qu'avant ça, il faut qu'on parle de la CMA britannique. Oui, encore, hein, on parle du projet, bien sûr, de rachat Microsoft Activision. De quoi on ne parlera bientôt plus. Peut-être de ça, mais c'est pas encore tout à fait certain. On s'était laissé, avant les vacances, sur une série de dates butoirs qui allaient en gros donner le tempo des toutes dernières négociations entre Microsoft et son dernier véritable opposant vis-à-vis du rachat d'Activision. C'est le régulateur de la concurrence britannique, c'est la CMA. Et donc le feuilleton pouvait être plus ou moins long sur cette rentrée, selon les cas de figure, mais a priori ça devrait être finalement assez court, puisqu'un premier avis positif a été émis par cette CMA, justement, une sorte de constat, une sorte de préavis, dans lequel cette autorité de la concurrence, elle prend note du nouveau projet de rachat proposé par Microsoft, avec des modifications qui ont été proposées durant l'été, et elle prend surtout acte du fait que les concessions qui ont été offertes par Microsoft, et là je les cite, répondent en grande partie aux préoccupations exprimées par la CMA à propos du projet de rachat initié en début d'année. Initié, pas mal. Bien sûr, c'est un tout. Qui comprend les concessions qui ont été obtenues par l'Union européenne avant ça, comme les contrats de licence de jeux cloud Xbox Activision pour GeForce Now. On se souvient que Nvidia avait gagné pas mal durant ces discussions. Et puis la dernière promesse en date, si le rachat se fait, on en a parlé la semaine dernière, Microsoft se délestera des droits d'exploitation cloud gaming des jeux Activision Blizzard auprès d'Ubisoft. Si ça vous fait bizarre, c'est que vous n'avez pas vu l'émission précédente, il faut que vous rattrapiez ça. Et donc Ubisoft qui rachètera ses droits et qui pourra ensuite les louer à qui voudra, aussi bien le PlayStation Plus que Amazon Luna, ou encore Microsoft eux-mêmes qui se retrouveraient à payer des droits de location sur ce qu'ils ont cédé à Ubisoft. C'est compliqué, mais ça répond en substance aux besoins de la CMA, qui était de dire, si vous ramenez ça dans votre catalogue de jeux disponibles dans votre offre de cloud gaming, on a bien peur que plus personne ne puisse jamais se lancer sur le marché du cloud gaming s'il venait à prendre son essor un jour. Pour info, on a parlé de ça dans l'émission du 12 septembre, si vous voulez la rattraper sur YouTube. Et c'est donc justement cette solution coordonnée avec Ubisoft qui doit faire l'objet quand même d'une dernière retouche selon la CMA. On a un préavis positif, mais il faut encore bidouiller un dernier truc dans les dossiers. En fait, ils estiment que le contrat et sa mise en application actuelle présente encore quelques zones d'ombre qui pourraient être exploitées par Microsoft pour
contourner cette obligation et en fait ils ont demandé à pouvoir surveiller cette partie du deal, surveiller de manière active ce qui va se passer autour du rachat des droits cloud Activision Blizzard par Ubisoft et peut-être même intervenir sur certaines petites lignes du contrat, ce que Microsoft a d'ores et déjà accepté. Donc voilà, c'est même pas un débat, c'est même pas un sujet, c'est même pas une discussion, c'est même pas une foire d'empoigne, c'est rien du tout. Du coup, est-ce que c'est fini tout ça? Est-ce qu'on peut enfin passer à autre chose? Est-ce que j'ai perdu mon travail? Est-ce que je vais devoir vous parler d'autre chose et dans ce cas-là, je ne sais pas quoi? Fort heureusement, pas encore, puisque voilà, ça sera fini un jour, mais on n'a jamais été aussi près. En gros, la CMA, elle clôt désormais, elle ferme la phase d'examen de ce nouveau projet de rachat et elle ouvre une nouvelle séquence qui est une séquence qui s'appelle une séquence de consultation qui durera jusqu'au 6 octobre. En fait, c'est le temps de laisser l'industrie et notamment les concurrents réagir à leur annonce, à leur préavis positif et peut-être offrir leur point de vue ou un dernier plaidoyer à la CMA. Ce que peut-être Sony ne manquera pas de faire si on leur propose de le faire une dernière fois. Et passé cette date, le projet de fusion Microsoft-Activision devrait très vite obtenir son feu vert par la CMA et bien sûr on pourra l'ajouter à la collection des feux verts avec déjà l'Union européenne, la Chine et puis on rappelle également la défaite du blocage de la FTC, le régulateur de la concurrence américain qui, n'ayant pas réussi son blocage, eh bien c'est un feu vert pour Ubisoft. Donc les 4 marchés principaux sont dans la poche, le gant de Thanos est enfin garni entièrement et ils pourront bientôt enfin annoncer cette fusion, sachant que entre le moment où la fusion sera annoncée et le moment où il y aura un véritable rapprochement éditorial notamment entre Activision et Microsoft, ça peut prendre un certain temps. On rappelle qu'aujourd'hui, alors que le rachat a eu lieu en 2020, on considère que ZeniMax et surtout Bethesda agissent de manière encore assez indépendante. Bien sûr, ils sont liés à Microsoft par le Game Pass, par certaines exclusivités. On pense bien sûr à Starfield, mais dans les faits et dans le choix des projets, dans la conduite des projets, Bethesda est encore un petit peu son propre bateau, son propre vaisseau, et ça risque d'être probablement le cas pour Activision durant un bout de temps. Donc est-ce que c'est fini? Presque. Là, honnêtement, il faudrait un sacré retournement de situation pour que ça n'ait pas lieu. Il faudrait que sortent du bois des documents absolument inédits et incroyables brandis par Jim Ryan ou par un autre opposant au rachat, parce que il doit en exister. De manière générale, l'industrie est plutôt favorable au rachat, et on l'a vu, Ubisoft est manifestement très favorable à ce rachat. Donc on se donne une dizaine de jours jusqu'au 6 octobre prochain. Et puis très honnêtement, après, j'imagine que ce sera une question d'heures avant que la CMA dise go, et puis ensuite que Microsoft publie quelque chose d'un peu clair à ce sujet. Ben justement, on parlait de documents qui pourraient apparaître de nulle part. On a eu l'exemple la semaine dernière, et puis cette fois-ci, c'était des documents particulièrement savoureux parce que non censurés, ce qui est très rare. Donc c'était le sujet de la semaine dernière, sans le moindre doute, la fuite d'informations confidentielles dont a souffert la division Xbox de Microsoft en début de semaine dernière. Alors attention, je dis souffert, mais c'est une fuite en vérité auto-infligée, puisqu'on sait aujourd'hui que ce document, qui n'aurait pas du tout dû finir sur le site du tribunal administratif de la FTC américaine, y a été uploadé par erreur par quelqu'un chez Microsoft, qui n'a probablement plus de travail aujourd'hui. Mais donc c'est une erreur, ce n'est pas un vol de données, c'est pas du rançonnage, c'est encore moins un sale coup de cette FTC américaine qui n'a pas réussi à bloquer ou même à freiner le rachat, même s'il y a encore des petites procédures en cours. On sait que la FTC désormais n'est plus un mur du tout. Et accessoirement, ce sont des informations qui ont aussi parfois un certain âge et ne reflètent pas toujours la réalité des plans actuels de Xbox, car comme on le sait dans le jeu vidéo, les plans ça change. D'ailleurs, la réaction officielle du patron de Xbox, Phil Spencer, après la fuite de ces informations, ça s'est concentré sur le fait que
tant de choses avaient, selon lui, déjà changé depuis la création de ces documents de travail, et voilà, qu'il déplorait que ça a été montré au public, mais qu'il avait hâte de montrer la véritable forme de ces projets aux gens, au public et aux médias, etc. etc. Donc c'est des sujets que je préfère, de manière générale, border, hein, parce que oui, explorer un leak au prétexte qu'il n'est pas le résultat d'un vol, ça n'enlève rien au fait qu'on est en train d'observer le boulot des gens au sein de Xbox, du boulot qu'on n'aurait pas dû voir parce qu'il n'était pas encore public, et l'observer avec une lunette forcément déformante. Et ça ne doit pas nous autoriser à nous lancer dans des grands cris de chouette à base de « Oh là là, le prototype de la nouvelle console, il est moche, oh là là, Xbox, la honte, etc. » Tout ça, c'est du travail préparatoire et ça doit être regardé tel quel. C'est comme quand on a parlé du leak de GTA V et GTA 6 d'ailleurs. Il y avait des sujets là-dedans, il y avait de l'information là-dedans, il y avait matière à discuter, mais ça passait pas par le fait de visionner des morceaux de jeu en cours de développement pour hurler que ça ressemblait trop au jeu précédent et que Rockstar allait mourir, quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc ces plans-là ont existé pendant un temps et leur existence il y a un certain temps, parfois il y a juste un an chez Xbox, eh bien c'est voilà, c'est des documents, je le disais, des présentations, des échanges par email aussi. Ça permet aussi de sentir certaines choses, de confirmer certaines choses, et notamment certains grands axes philosophiques qui clairement ne sont pas voués à changer et qu'on sentait arriver bien avant cette fuite d'informations. Donc voilà, hein, on se retrouve là effectivement de notre côté du miroir, on le sentait un petit peu, et maintenant on peut le lire sans phare, on peut le lire sans la novlangue marketing, et puis voilà, ça permet effectivement de dessiner un peu plus précisément certaines pièces d'un plan à très long terme qu'on sent être le plan de Microsoft. Et la première de ces pièces, bien sûr, c'est évidemment cet abandon progressif du support physique au profit du tout dématérialisé. Une nouvelle qui, bien sûr, ne ravira pas tous les gens qui hurlent face au ratio actuel de boîte bleue versus boîte verte dans les boutiques de jeux vidéo, hein. Donc, le projet qui a été dévoilé, le projet qui a fuité récemment s'appelle le projet Xbox Series Refresh, et donc une mise à jour de milieu de génération qui ne sortira peut-être pas, ou peut-être que si, hein, fin 2024, c'est la date de travail, c'est ce que dit le document en tout cas, et c'est un document qui ne date pas d'il y a très très longtemps, hein, ça date de mai 2022. Donc, est-ce que le projet est encore vivant ou non? Tout va dépendre bien sûr de notre manière d'interpréter la réponse de Spencer qui disait que les plans avaient changé. Mais l'intérieur de cette machine ou de ce prototype de machine est assez intéressant. Donc pas de montée en puissance, ou si peu, un nouveau design rendu possible par une nouvelle finesse de gravure, comme ça se fait souvent, une orientation un peu plus écolo-friendly aussi, hein, parce que c'est la mode, la mise en avant d'une consommation électrique réduite, ça on va pas dire non, de plastique recyclé, ce genre de choses, d'emballage recyclable, eux aussi, plus de stockage, beaucoup plus, puisqu'on parle de 2 Teraoctets, un meilleur Wi-Fi, le dernier protocole Bluetooth également, et ce design préparatoire en forme de cylindre, qui ne laisse entrevoir aucune fente pour un CD, parce que pour insérer un CD, et non pas un CD, parce que justement cette refresh de la Xbox Series serait une console complètement tournée vers le dématérialisé. Et donc, elle n'aurait pas de lecteur du tout. Ce que la présentation qui a leaké justement confirme grâce à une formule qui risque très probablement de faire date dans l'histoire de la communication de Xbox et de la communication accidentelle de Xbox également. Adorably all digital, donc adorablement tourné vers le dématérialisé. C'est vrai que c'est adorable. Donc notez bien qu'on parle là d'une console qui serait pensée pour remplacer la Xbox Series X actuelle. D'où d'ailleurs ce meilleur Wi-Fi pour pouvoir effectivement rester un petit peu, enfin avoir toujours le meilleur réseau possible pour tous ces jeux à télécharger. D'où les 2 Teraoctets de stockage aussi. On n'est pas sur une console, on est sur une console qui serait là pour cohabiter pendant un certain temps avec les Series X tant qu'elles sont encore disponibles, mais ensuite effectivement qui serait là pour la remplacer. D'où le terme de refresh et peut-être même qu'elle s'appellerait tout simplement Xbox Series X à terme. Mais voilà. Même si Spencer
assure que les plans changent, voir un des 3 consoliers principaux ne serait-ce que émettre cette possibilité, ça pose d'énormes problèmes aux gens et aux associations qui luttent pour la préservation du jeu vidéo. Et c'est des problèmes tout à fait légitimes, dont on pourra parler un autre jour. J'aimerais bien d'ailleurs faire une émission sur le sujet à l'occasion, peut-être dans un média qui pourrait peut-être s'appeler Origami, je ne sais pas. Mais voilà, comme je le dis, si Spencer assure que les plans changent, ce ne serait pas particulièrement surprenant venant d'une entreprise qui a déjà plusieurs fois fait des pas de côté vis-à-vis de la préservation du jeu vidéo. On rappelle qu'ils ont distribué plusieurs gros jeux, ils ne sont pas les seuls, loin de là, mais plusieurs gros jeux dans des versions non jouables seulement en exécutant ce qui était sur le disque. On pense à Halo Infinite par exemple, il me semble que c'est le cas de Starfield également. Les 2 jeux, quoi qu'il arrive, nécessitent un téléchargement plus ou moins massif avant de se lancer. Il me semble que d'ailleurs très récemment c'est aussi le cas de Mortal Kombat 1. Pour quelle version, ça je ne sais plus en revanche. Et ce ne serait pas particulièrement surprenant non plus, venant d'une entreprise qui vient justement de lancer un modèle de Xbox Series 1 Tera, une véritable boîte à dématérialiser qui vient justement surfer sur la très très grande popularité de la Series S chez les consommateurs. D'ailleurs, dans les mêmes documents, il y a cette mention d'un refresh de la Series S, avec un nouveau protocole Wi-Fi, un disque qui passerait justement à 1 Teraoctet, avec cassage de prix de la version 512 Go dans la foulée durant le Black Friday suivant. Et il faudrait voir à quel point en fait ce plan-là et la récente Series S 1TA sont coïncidents en fait et sont le même projet. Mais bon, quand on connaît le succès de la Series S, qui est la boîte à Game Pass de Microsoft, d'un point de vue purement industriel, ça a tout le sens du monde de pousser vers là. Bien sûr, d'un point de vue vraiment industriel. À titre personnel, je ne vous cacherai pas que je grince quand même un petit peu. Je veux dire, je ne suis pas la personne la plus active ou la plus engagée en matière de conservation du jeu vidéo, mais pour moi, il y a une différence entre ne plus lutter activement pour avoir une meilleure part des rayons en physique chez Micromania et arrêter tout simplement le support physique sur le prochain refresh de ta machine. Il y a vraiment un monde. Je veux dire, même si les chiffres te confortent dans cette idée, c'est pas toujours parce que tu peux que tu dois. Alors bien sûr, on sait qu'un lecteur, ça coûte de l'argent et que fabriquer une console sans lecteur, ce serait vachement plus simple pour eux. Mais quand une telle part de ton histoire récente, elle s'est construite sur la rétrocompatibilité, sur la promesse de pouvoir juste insérer ton vieux jeu et installer la dernière version à jour, et quand c'est, ou même jouer à la version non mise à jour, si je ne m'abuse, et quand c'est de plus en plus ce que ton concurrent direct refuse de faire, en fait, si ça se confirme, on n'aura finalement vu aucun des 3 consoliers principaux se placer activement sur le segment de la préservation du jeu vidéo. On les aura même vus tous s'en détourner, tous les 3 à leur manière, et pour ça, bien sûr, je sais qu'on aura vite fait de crier capitalismus, et on aura raison, bien sûr, mais ça fait quand même bien chier. J'avais oublié de le dire, mais ça ressemblerait ça ressemblerait à ça. Voilà, non mais c'est bien, voilà, comme ça vous savez un petit peu de quoi il retourne, ça ressemblerait à ça, mais vu que c'est du travail préparatoire, à part voir qu'elle est adorablement dématérialisée, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, ce qui va moi beaucoup plus m'intéresser de manière générale, c'est la dénommée Sébil. Alors Sébil, ce serait une mise à jour du pad, voilà, du pad Xbox. Et ici, on est déjà sur un truc vanille chocolat qui n'est pas pour me déplaire, mais encore une fois, les plans changent et je vous rappelle que c'est une présentation qui date de mai 2022. Mais tout de même, il y a là-dedans des choses qui m'intéressent et il me semble que ça intéressait pas mal Phil Spencer, notamment la première fois qu'il a mis ses mains sur une DualSense. Je crois qu'on avait eu des fuites de mails à ce propos. Oula, je ne sais plus exactement d'où je tiens cette info, c'était une impression. Bref, en tout cas, Microsoft se dirigerait à son tour vers quelque chose d'un peu plus intéressant en matière de retour de vibration, de retour haptique, avec la possibilité d'avoir quelque chose de beaucoup plus défini. En plus, bien sûr,
d'avoir, il me semble qu'on a, on a du gyroscope, on a de l'accéléromètre. Donc enfin effectivement de la petite correction de visée à la manette, ce qui est toujours un petit plaisir. Et donc ce nom de code Sébil serait une manette qui, je crois, serait amenée à être lancée en même temps que la version refresh de la Series X. La double couleur, on aime ou on n'aime pas, mais bon, vous voyez un petit peu, l'histoire. Mais ce sujet-là n'est bien sûr pas le seul qui a été couvert par ce leak. Même moi, je ne vais pas avoir la capacité de couvrir tous les sujets du leak. Il y a encore beaucoup de choses qui méritent d'être décantées, d'être réfléchies, de ne pas se précipiter dessus. Dans la série, les archivistes du jeu vidéo le détestent. D'autres documents qui ont été liés justement au futur plan de Microsoft ont pas mal fait jaser ce qui concerne les plans à long terme en matière de prochaine machine Xbox. Cette prochaine génération, dont l'avènement est évalué par Xbox, et d'ailleurs c'est le cas pour Sony aussi, si je dis pas de bêtises, et pour l'industrie de manière générale, autour de 2028, elle mettrait en fait à l'honneur un fonctionnement hybride. Alors attention, parce que dès que je dis hybride, on pense Switch, on pense hybride portable, et non pas portal. Mais là, ce serait de l'hybride entre local et cloud. Alors c'est encore un peu, pardonnez-moi le jeu de mots, brumeux, mais pour l'instant, Microsoft parle de Cloud Hybrid Games, ce qui fait quand même pas mal penser à cette vieille marotte de l'industrie, parce qu'elle a 10 ans désormais, des jeux qui seraient en partie calculés par votre grosse machine locale dans votre salon, et en partie par des serveurs distants. Souvenez-vous, quand le cloud computing, c'était la promesse de SimCity 2013. C'est pour ça que je disais 10 ans, sauf qu'en fait, au final, ça s'est pas joué comme ça. C'était surtout une connexion Always Online pour un jeu solo. C'était également la promesse de Crackdown 3 avant d'arrêter de l'être. Et puis, ça a déjà été intégré dans d'autres jeux depuis. Il me semble effectivement qu'il y a une composante cloud à Flight Simulator. Pour l'instant, c'est forcément une idée qui fait un peu sursauter, parce qu'on n'en a presque jamais vu d'application positive, ou trop peu, mais qu'on sait en revanche que ça va rimer avec connexion obligatoire, même sur un jeu solo, et mise à la retraite complète du jeu en même temps que les serveurs sont mis à la retraite. Bon, je vous passe les détails techniques, bien sûr, autour des éventuels futurs specs techniques de cette console qui sortirait hybride, mais qui sortirait autour de 2028. Mais vous vous doutez bien que Microsoft l'utilisera pas en excuse pour arrêter sa course à la puissance et au potentiel graphique. Ça parle dans ces documents qui datent d'il y a un an minimum, ça parle de tous les trucs et toutes les technos qui finissent en tracing, bien sûr. Ça parle également d'obtenir et d'avoir en interne, en tout cas de l'espoir de proposer son propre concurrent au DLSS de Nvidia et au FSR d'AMD, donc de la reconstruction d'images par intelligence artificielle. Et de manière générale, voilà, le train de l'IA, on le comprend, ne doit pas être raté, ça c'est certain. Dans le document, ça vaut aussi bien pour les gens qui créent les jeux, avec un Microsoft qui aimerait créer des outils de génération de monde ouvert innovants pour les développeurs. Je vous rappelle que ça existe déjà, de la génération procédurale qui aide les développeurs à peupler les mondes ouverts avec les arbres, les cailloux, les machins. Vous vous doutez bien qu'on ne dépose plus ça à la main depuis longtemps maintenant. Également de l'aide à la génération de dialogue. Alors ça, c'est un sujet dont on avait déjà un peu parlé côté recherche et développement chez Ubisoft, qui avait pas mal fait jaser, mais c'est plus compliqué que ça, dans le sens où ce serait de l'aide aux scénaristes et aux scripts pour créer les dialogues qui sont pas intéressants à créer, typiquement ce que va vous lâcher, en tout cas c'est ce que Ubisoft dit, un dialogue que va vous lâcher un PNJ quand vous cognez ensemble dans le monde du jeu, donc c'est pas des choses extrêmement intéressantes, les barks grosso modo, et puis bien sûr l'assistance au contrôle qualité via intelligence artificielle. Et bien sûr que de l'assistance. Ah, attention. Mais attendez, vous avez cru quoi
pas remplacé par IA des emmerdeurs d'agents de QA qui commencent à médiatiser leurs conditions de travail ou qui parfois même cherchent à se syndiquer, les salauds. Non, non, non. Juste les assister dans leur travail. C'est ça que l'IA du futur écosystème de Microsoft doit rendre possible dans le développement de jeux vidéo. Encore une fois, ces sujets-là, de manière générale, ont été couverts de manière, et seront couverts, je pense, de manière beaucoup plus détaillée, vraiment dans le grain de la chose, par pas mal de confrères, au moins par Cassim chez Frandroid. Il est sur le chat, vous avez l'habitude, Cassim Ketfi, Frandroid. Je vous dis d'aller voir son travail régulièrement parce que c'est fait de manière très sérieuse. Et même si effectivement ça n'a pas dû être tout à fait évident de couvrir tout ce qu'il y avait à couvrir et qu'il y aura probablement encore des articles un petit peu plus à froid qui sont faits, c'est bien de les faire à froid. Le mieux c'était de les faire à froid. Regardez-moi, je me suis même organisé une petite crève histoire de faire les choses encore plus à froid. Bref, on va parler bien sûr d'un sujet qui a pas mal occulté les autres la semaine dernière. Dans cette fuite accidentelle de documents, il y a voilà, aussi l'occasion, pour peu que ce soit votre truc, et ça n'a pas forcément à être votre truc, de se plonger dans le monde merveilleux des emails corporate entre Phil Spencer et des grands pontes de Microsoft ou de gens chez Microsoft Game Studio, enfin Xbox Game Studio. Alors là, il y aurait vraiment toute une émission à faire sur le sujet, et peut-être qu'on la fera un jour, mais on n'a pas ce temps-là, clairement. On pourrait effectivement prendre le temps de parler de ces styles de communication extrêmement différents au sein de la structure, très intéressant à analyser, des frustrations qu'on sent poindre ici et là autour de la question de la mise en exclusivité de telle ou telle licence, quand la question enfin vient à se poser après l'absorption de Bethesda. Et franchement, je pense qu'on pourrait éditer un petit bouquin juste sur le style Phil Spencer dans les emails. Déjà parce que dans le pire des cas, Spencer, c'est le genre de mec qui écrit ses emails d'entreprise comme s'il pouvait fuiter à n'importe quel moment, dans le sens où c'est très calibré, c'est très soigné, c'est très respectueux de l'image qu'il a à l'extérieur. C'est bien, je pense, dans tout ce qui a fuité, le seul qui pourrait lire à haute voix ses emails en place publique et on se dirait « Ah, ça c'est le Phil Spencer qu'on connaît, quoi ». Et dans le meilleur des cas, ces emails révèlent effectivement un personnage qui est vraiment excité par son boulot, excité par le boulot de ses équipes, quand les choses se passent bien, bien sûr, et très transparent, même en interne, comme il est en externe d'ailleurs, sur sa frustration quand les choses roulent pas droit, notamment comme l'an dernier, hein, avec le catalogue Xbox beaucoup trop vide, voire quasiment entièrement vide, avec tous les respects bien sûr pour Pentiment. En revanche, dans cet email, cette grande collection d'emails, il y a un email qui a concentré une très grande partie de l'attention de la semaine dernière. C'est cet échange entre Spencer et les patrons du gaming et du marketing chez Microsoft. Un échange qui date, et c'est important de le dire, de 2020. Ok, 2020. Alors, ils discutent notamment, à cause d'une question qui a été posée un petit peu plus haut à Phil Spencer, de l'attractivité en tant que prospect de rachat de Nintendo. Alors évidemment, ça vous vous doutez bien que les gros titres étaient un peu là-dessus, quoi. Et de, en fait, combien une telle acquisition, ça représenterait un tournant naturel dans l'histoire de Microsoft et de manière plus personnelle pour Spencer, ce qu'il appelle le moment de sa carrière, ou un moment de sa carrière en tout cas. Alors après, très vite dans l'email, il faut tout lire, hein, il faut tout lire. Voilà, Spencer concède que Nintendo n'est pas du tout dans les dispositions adéquates pour une telle discussion parce que les affaires roulent très bien. Je cite, ils sont assis sur une pile de cash, une immense pile de cash. Mais Spencer pense que sur le très long terme, Microsoft serait l'entreprise américaine la plus à même de pouvoir opérer un tel rapprochement avec Nintendo. En fait, il parle de travailler la relation sur le temps long pour être au plus proche de l'entreprise quand cette dernière réalisera, et là je cite parce que c'est beaucoup trop beau, que son avenir ne passe pas par son propre matériel. Et quand Phil Spencer, monsieur la console la plus puissante du monde, dit que l'avenir sur le temps long de Nintendo n'est pas dans le matériel Nintendo, avec toute la sympathie que j'ai pour Spencer, parce que j'en ai, cette citation elle me fait l'effet d'une vidéo YouTube, on a refait Mario 64 sous Unreal Engine 5, et vous savez ce que je pense de ces vidéos. C'est-à-dire que, oui, mais j'en veux pas. Mais voilà,
Hein. Un patron de Xbox qui, en 2020, alors qu'il est en plein pourparlers pour racheter ZeniMax Bethesda, est aussi, ça c'est dans le même email, en train d'approcher Warner Bros. Games avec le même objectif de rachat, confesse qu'il pense aussi, quand il lui reste un petit peu de temps, à Nintendo. Et c'est pas tout, parce que le même email, quel email, confirme un élément qui flotte dans l'air depuis longtemps, hein, c'est une rumeur de très longue date, le fait que les patrons de Microsoft ont également autorisé à l'époque, en 2020, Spencer, à garder aussi une balle dans le chargeur, prête pour le jour où Valve serait d'accord de revendre. Ça fait beaucoup. Pendant qu'on est en train d'approcher ZeniMax, alors que Microsoft à ce moment-là se place pour acheter TikTok, ce qui ne se fera pas. Et c'est forcément le genre de gros globi-boulga qui donne du grain à moudre aux détracteurs de la méthode Microsoft Xbox. Hein. La question rhétorique qui a pas mal tourné la semaine dernière, c'est elle est où la connexion philosophique entre Microsoft, Nintendo, Warner et Valve? Une manière de dire qu'en gros, Microsoft rachèterait n'importe quelle entreprise du gaming, ou presque, dès lors qu'elle peut ensuite, que Microsoft peut digérer sa valeur, et que c'est ça le cœur de la stratégie, en opposition à d'autres, qui bien sûr veulent faire du blé, hein, qu'on soit très clair, mais d'autres stratégies de consoliers qui seraient de donner les moyens à tel ou tel studio de produire quelque chose d'immense, d'incroyable, d'inoubliable, quelque chose de très singulier et très identitaire à la marque. Personnellement, moi, je tournerais la chose un peu différemment. J'espère que ce côté toujours à l'affût du prochain gros éditeur, parce que maintenant, on a compris une chose, hein, Microsoft ne veut plus racheter des développeurs, ils veulent racheter des éditeurs. C'est fini l'époque où on disait « Ouais, eux, ils font des jeux cool. » Non, non, non. Maintenant, on veut acheter un business entier. Donc, le fait d'être toujours à l'affût comme ça du gros éditeur à intégrer, j'espère que ça n'empêche pas Xbox de faire le boulot au contact de ces studios pour leur permettre justement de travailler mieux et de créer des trucs originaux. Hein, on pense évidemment aux difficultés de 343 Industries, qui est très probablement pas aujourd'hui le studio qui est le truc qui excite le plus à faire avec lequel bosser au sein de Microsoft, mais il faudrait, et c'est qu'un exemple. Hein, plus ton empire va être massif comme ça, moins tu vas prendre le temps de le stabiliser avant de le faire grossir encore avec un nouveau rachat, et plus moi à titre personnel je vais m'inquiéter, et surtout en partie pour les gens qui travaillent dedans, quoi. Hein, voilà, les accélérations rapides sans prendre le temps d'apprendre à travailler ensemble, voilà, on pourrait parler effectivement d'Embracer, mais c'est un autre sujet, mais c'est un sujet un peu cousin tout de même, quoi. Et on parlera d'Embracer tout à l'heure. Voilà, typiquement on sait que Activision va opérer de manière très indépendante une fois que le rachat sera finalisé. Et c'est encore le cas de Bethesda, en tout cas, c'est une des excuses qui a été utilisée pour justifier Redfall. Mais justement, le spectre de Redfall, il n'est pas si loin que ça, il est que quelques mois derrière nous, et il va falloir, à un moment ou à un autre, commencer à consolider tout ça, sans négliger les autres Xbox Game Studios qui ont encore rien livré depuis leur intégration ou peu livré depuis leur intégration. Hein, il y en a qui s'apprêtent à sortir, enfin qui sont en train de développer leur premier jeu sous l'égide de Microsoft. Et je comprends les gens pour qui racheter des boîtes qui n'ont pas grand chose à se dire les unes avec les autres, qui n'ont pas grand chose en commun d'un point de vue culturel, pour se placer finalement au confluent des contenus, c'est pas forcément une vision. Ou en tout cas, c'est pas une vision qui respecte. C'est pas la vision, en tout cas, qui nous a été inculquée par plusieurs décennies de mainmise de Sony et de Nintendo, hein, qui achètent généralement un studio, et pas un éditeur déjà, après avoir bossé 10 ans avec, après avoir vérifié qu'ils pouvaient partir en vacances ensemble, qu'ils pouvaient garder des gamins ensemble, qu'ils pouvaient vivre ensemble, qu'ils avaient la même culture, quoi. Alors, c'est comme ça que ça nous a été inculqué, du coup ça nous paraît effectivement très curieux, et on a ce réflexe directement de se dire, ok, l'écosystème Xbox et sa manière de racheter des entités nous apparaît effectivement cynique, parce que là, tu as envie d'acheter Valve, enfin, tu dirais pas non à Valve, mais tu dirais pas non à Nintendo, mais tu dirais pas non à Warner Bros, et puis tu es en train d'approcher Bethesda, bien sûr à des niveaux de discussion qui sont différents, mais on se dit, ok, mais qu'est-ce qui t'intéresse? T'aimes un type de jeu, t'aimes une philosophie de développement, tu sais si ces studios pourraient travailler ensemble, ou ce qui t'intéresse, c'est
du contenu, du catalogue. Bon, là, je pense effectivement qu'on a un petit peu la réponse. Mais dans l'écosystème qui est en train de créer Microsoft, avec son Game Pass, et quelques autres trucs autour, c'est logique de leur point de vue. Pour le leak, on va s'arrêter là pour le moment. Il y a plein de choses qu'on pourrait explorer. Très honnêtement, si vous voulez voir des vrais artistes à l'œuvre sur le sujet, cette fois-ci je ne vous envoie pas vers Frandroid, mais venez simplement sur le Discord. Le sujet sur Microsoft et sur le leak Microsoft est une mine de questionnement extrêmement intéressant et qui risque un jour de nourrir une émission dédiée à ce sujet quand on aura un petit peu éclairci ce qui avait à ce point bougé ou pas. De quoi on pourrait parler maintenant qu'on a parlé de Microsoft? Eh bien on pourrait parler de Microsoft. Ouais, bah vous connaissez mon texte un petit peu. Bah, j'ai remarqué que vous étiez un petit peu à l'affût. Ouais, donc on va parler un petit peu des nouveaux jeux du Game Pass et des prochains jeux du Game Pass également, même si maintenant c'est un petit peu moins frais bien sûr, puisque bah, ça fait quelques jours, cette émission aurait dû avoir lieu il y a quelques jours. Donc arrive dans le Game Pass dans les temps à venir, Lies of P, vous l'avez vu, c'est déjà dispo, également Party Animal, c'est dispo depuis le 20 septembre, on a Payday 3 qui a permis à beaucoup de gens de l'essayer, de se faire un avis, également Cocoon. Alors Cocoon c'est conçu par Jeb Carlson. Jeb Carlson c'est le gameplay designer de Limbo et Inside avec son nouveau studio. C'est un jeu qui a pas mal communiqué durant la dernière année avec une apparence extrêmement particulière. Moi j'ai pas encore eu le temps d'approfondir ma découverte ou même mon appréhension de Cocoon, mais j'ai hâte de m'y foutre. Et puis l'arrivée effectivement du, ma foi, mal aimé Gotham Knights. Gotham Knights qui, on l'a appris justement dans les emails qui ont fuité du côté de chez Microsoft récemment, eh bien était l'une des cibles privilégiées de Microsoft qui a essayé de le faire rentrer sur le service en jour 1. Ça ne s'est pas fait, le voilà qui arrive désormais, on imagine, pas au même prix pour Microsoft, dans le Game Pass le 3 octobre prochain. Sur les 3 Game Pass, tu connais. Je reviens sur Cocoon, c'est pas parce que le lead gameplay designer de Limbo et Inside a bossé sur Cocoon que Playdead est mort. Playdead continue. Playdead en fait travaille, pour rappel, avec un financement de Epic, donc avec très probablement un jeu qui sortira d'abord en exclusivité PC sur Epic Game Store, et ils n'ont pas dévoilé leur nouveau jeu pour l'instant. Mon chouchou, le voici, le voilà, c'est The Lamplighters League. Je vous laisse vous renseigner à son sujet. The Lamplighters League qui sortira le 3 octobre comme prévu, alors j'étais vraiment persuadé qu'il finirait par être repoussé. On est sur le prochain jeu des créateurs de la série Shadowrun, mais également de Battletech, qui est un jeu que j'ai aimé autant que j'ai détesté, mais que voulez-vous. Donc le studio, comment s'appelle-t-il déjà, Airbrained Scheme, pardon, nous lance là sur un tactical, avec un tactical même peut-être, on ne sait pas, avec des gros morceaux de Indiana Jones dedans. En gros ça va être du pulp, des temples, des pyramides enfouies, des nazis, et on l'espère sans retomber dans les vieux travers du studio, à savoir des didacticiels pas toujours ouf, peut-être parfois un peu trop verbeux, etc. Et déjà d'avance une BO de fou, on le sait parce que le mec n'a sorti que des dingueries depuis qu'il travaille dans l'industrie du jeu vidéo, par John Everest, qui avait fait justement la trilogie Shadowrun et Battletech, une de mes BO de jeux vidéo préférés. Du coup ça sort le 3 octobre et je suis très curieux du jeu. Vous avez du gameplay disponible sur internet, en ce moment on est vraiment dans la découverte du gameplay. Le studio est en train vraiment de faire découvrir tout ça vidéo après vidéo, donc la communication bat son plein, pardon. Et donc le 30 septembre on a un départ massif de jeux, et pas, regardez-moi ça, c'est pas les plus désagréables, Le 30 septembre sortira du Game Pass Beacon Pines, on a, j'allais dire Payday 3, non pas du tout, Despots Game, on embrasse Shishayu bien sûr, Last Call BBS, Moonscars, Prodeus quand même, et Weird West. Si vous aviez envie de vous faire Weird West à moindre prix, eh bien c'est la possibilité de le faire. Et j'ai oublié de citer Outriders, incroyable Outriders qui doit tout au Game Pass et qui, ma foi, sort, il faut bien sortir à un moment ou à un autre du Game Pass.
le dernier à date People Can Fly, si je dis pas de bêtises. Sachant que vous le savez, ici sur cette chaîne et sur le chat Twitch, il y a un grand débat sur Outriders, et ce depuis la sortie du jeu. J'ai décidé que je ne me prononcerai plus sur le sujet. Fini de parler de Microsoft, enfin parlons de Unity. On a bien failli terminer la semaine dernière sans des nouvelles de Unity justement, hein. Et puis finalement, les patrons ont tenu leur promesse de prendre la parole dans les jours suivants et de détailler leurs propositions revues et corrigées. Pour rappel, une semaine plus tôt, le fabricant ce qui est l'un des outils de création de jeux les plus utilisés au monde, annonçait en fait l'instauration d'une taxe à l'installation des jeux Unity, pas à la vente, l'installation. Avec derrière une infinité de questions, comment traquer ça efficacement sur le plan technique, comment Unity espère faire appliquer ça sur tous les jeux Unity déjà sortis, parce qu'à l'époque c'était de ça dont on parlait, même s'ils ont été développés sur fond d'un autre contrat d'utilisation, donc légalement comment ça fonctionne, comment aller faire les devs qui avaient déjà négocié l'arrivée d'un ancien jeu dans le Game Pass l'an prochain, quand soudain des millions de gens allaient installer leur jeu juste pour voir et que chaque installation allait leur coûter 20 centimes. Ainsi de suite, ainsi de suite et ainsi de suite. Les questions n'arrêtaient pas de s'empiler, le tout sur fond quand même d'un sentiment de trahison qui fait que certains devs n'ont même pas attendu que Unity fasse machine arrière et repropose quelque chose pour annoncer qu'ils iraient voir ailleurs pour leur prochain jeu. Pour rappel, on en parlait dans l'émission de la semaine dernière qui est disponible sur YouTube. Vendredi soir, il y a dû y avoir quand même quelques soupirs de soulagement chez ceux qui n'avaient pas justement le luxe de migrer loin de Unity pour leur prochain projet. Évidemment, l'entreprise est désolée. Évidemment, elle s'excuse. Elle a manqué de vision. Elle le refera pas. Ben non. Et même si elle l'avait déjà un peu fait avant et qu'elle avait dit qu'elle le referait pas, cette fois-ci, vraiment, on crache par terre. Il faut nous faire confiance. On a appris notre leçon. Bon. Et puis, effectivement, une fois que les excuses ridicules sont mises de côté, on a déjà un premier sacré morceau. Si cette histoire de taxe aux installations va effectivement subsister sous une forme différente, elle ne s'appliquera plus que aux jeux à venir et qui seront développés avec la prochaine version de Unity, donc avec un nouveau contrat de service. Déjà, là, il y a des studios qui sont passés d'un trépas assuré l'an prochain à la survie. Voilà, hein, on pense notamment à ces studios pas richissimes, mais déjà engagés, soit auprès d'un abonnement type Game Pass ou PlayStation Plus, soit auprès d'un Epic Game Store pour une mise en gratuité d'un jeu pendant une semaine. On a d'ailleurs vu plusieurs studios qui étaient dans ce cas s'exprimer pour dire que au moins avec ce rétropédalage là, ils allaient pouvoir souffler, arrêter d'avoir peur pour leur survie et se donner le temps de la réflexion vis-à-vis de Unity en tant que partenaire. Et on a vu beaucoup de studios avoir pile poil cette ligne de communication. Une autre modification de taille, il faudra qu'un jeu ait déjà engrangé $1 million de revenus sur les 12 derniers mois pour être concerné par la taxe. Contre, avant ça, je crois que c'était $200 000. Après, ça dépendait un petit peu du prix par installation, mais il me semble que ça commençait à $200 000. Il faut maintenant que votre jeu sur les 12 derniers mois ait fait $1 million, ce qui réduit effectivement beaucoup le scope, $1 million de revenus, hein, le scope de cette taxe. Et au passage, Unity va passer un peu de pommade aux tout petits développeurs, à ceux qui peuvent être leurs meilleurs ambassadeurs, alors qu'ils peuvent parfois ne rapporter rien du tout. Ils vont les exonérer complètement de toute taxe si c'est un studio qui travaille avec l'abonnement gratuit personnel qui s'appelle Unity Personal, soit une seule licence de développement. C'est d'ailleurs un abonnement qui va s'ouvrir un peu plus à un plus grand nombre de développeurs, puisque le plafond de revenus à partir duquel vous deviez changer de plan et ne pas rester sur Personal, eh bien, évolue. Il passe de $100 000 à $200 000, ce qui est une manière comme une autre de dire non, mais vous, regardez, on vous laisse tranquille, parlez en bien de nous, s'il vous plaît, continuez à aller dans des conventions, et puis dites bien qu'on est développé sous Unity. Regardez, on est tellement sympa, vous n'avez même plus besoin de mettre le logo Unity au début de votre jeu. Et puis bon, si vous faites un immense succès, la prochaine fois, on trouvera une autre solution, parce qu'effectivement, là, vous serez exonéré. Et puis bien sûr, dans ce rétro-pédalage, eh bien, la question
technique est balayé sous le tapis. Naturellement, les développeurs de jeux éligibles à cette taxe, ils devront eux-mêmes fournir des chiffres estimés d'installation à Unity. Si ça vous paraît un peu farfelu comme ça, en vérité, c'est déjà comme ça que fonctionne l'industrie. Figurez-vous que Unreal n'a pas accès aux chiffres de vente des jeux. C'est de la déclaration. On déclare sur un système de bonne foi à Unreal les ventes de son jeu et on lui verse une partie de ses revenus en conséquence. Et bien là, ce serait la même chose, mais avec des estimations d'installation. Mais donc voilà, chez Unity, on arrête d'essayer de faire flipper les gens avec des affirmations comme « Oui, on a les outils pour traquer les installations » ou encore le déjà célèbre « Oui, on saura différencier une installation frauduleuse d'une installation d'une copie vraiment achetée ». On arrête de prétendre qu'on est capable de faire ça et on dit « vous vous signalerez vous-même ». Et ça fait du coup un dossier brûlant de moins à gérer pour les gens qui font respecter la législation RGPD parce que clairement, ça avait l'air de sentir assez fort de ce côté-là, quoi. Enfin, et bien sûr, là, moi j'ajouterais que je trouve que c'est le pompon. Si un studio se retrouve concerné par cette taxe, c'est-à-dire si son jeu a réalisé $1 million de chiffre d'affaires sur les derniers 12 mois et qu'il n'a pas été développé sur le plan Unity personnel, eh bien, il pourra choisir de ne pas s'acquitter du tout de cette taxe à l'installation et à la place de payer un très simple et très classique pourcentage sur les ventes. Ici 2,5%, soit la moitié de ce que prend Unreal, qui lui non plus d'ailleurs ne prend pas de revenus sur le premier $1 million de revenus d'un jeu. Quelque part, le premier truc qui vient quand on voit ça, quand on voit que finalement on a ce qu'on appelle un rev share, donc un partage du revenu qui est proposé en à côté comme alternative à cette taxe sur les installations, on se dit tout ça pour ça en fait. Ça sent l'idée qui a été poussée très brutalement en interne par quelques grands cadres. On pense évidemment au patron de Iron Source, qui est une société avec laquelle Unity a fusionné fin 2022. Je vous laisse vous renseigner sur Iron Source, mais c'est pas des enfants de cœur. Et donc ce truc-là poussé brutalement pour plein de raisons financières, bien sûr, mais aussi pourquoi pour pas faire comme Unreal, pour pas faire du rev share comme Unreal, et finalement revenir une semaine plus tard en proposant à ceux qui le souhaitent de faire comme Unreal, quoi. Alors, qui va choisir la taxe à l'installation? C'est ça la question, parce qu'en plus c'est des estimations très difficiles à obtenir, et puis pour peu que vous retrouviez avec un jeu dans une offre d'abonnement type Game Pass, ou un truc en gratuité type Epic, personne ne va choisir ce truc-là. C'est trop difficile à prévoir en fait. Donc on en parlait un peu sur Discord il y a quelques heures, mais ça ressemble à une séance de test AB géante, qui permettra dans un an de sortir par le haut pour Unity, en annonçant que finalement personne ne choisit la taxe, alors on va l'abolir et on va tout faire avec le rev share à 2,5%, et peut-être même qu'à ce moment-là on le modifiera, on sait jamais. Enfin voilà, de l'avis général de la communauté des développeurs, c'est déjà un sacré soulagement. Ça va permettre à des studios qui cherchent à sortir de la gravité de Unity de le faire sans avoir en plus à s'inquiéter pour leur vie et s'inquiéter pour les jeux qu'ils ont déjà sortis avant. Il y a même des calculs savants qui ont déjà été proposés, qui essaient de démontrer que toute question de mauvaise communication et de confiance mise à part, le deal tel qu'il est mis à jour là, reste plus avantageux qu'une migration vers Unreal, qui n'est qu'un des choix possibles, qu'une migration vers Unreal pour certains développeurs, pour certains cas de figure, tout en garantissant un futur financier plus stable à Epic. Parce qu'il y a des gens qui espèrent encore effectivement pouvoir participer à l'effort de guerre et participer à ce que Epic soit une société qui aille bien. On le rappelle, cependant, le trou dans lequel Epic, pardon, je dis Epic depuis tout à l'heure, je veux dire Unity. Je parle de Unity, pardon. Le trou dans lequel s'est foutu Unity, ils se sont fichés dedans tout seuls. Pour rappel, ils sont entrés en bourse en 2020, ils ont voulu exciter les investisseurs avec des achats de techno vraiment hors de prix, ils se sont payés Weta Digital pour 1,4 milliard de dollars. Et je vous passe bien sûr le salaire des execs de l'entreprise, parce que je vais surprendre personne. Mais voilà, ils se sont mis là-dedans tout seuls, et ils n'ont pas voulu ensuite implémenter des solutions de monétisation
qui puisse être adopté sur un temps long. Ils ont choisi plutôt une forme d'extorsion, ou de tentative d'extorsion en tout cas. Et de toute façon, hein, la vérité c'est que la communauté des développeurs, elle a bien du mal à se laisser apaiser par cette nouvelle formule. Rassurer, mais pas apaiser. Le mal semble fait pour beaucoup de studios. Unity a essayé de tirer le tapis sous les pieds des développeurs, hein, littéralement, et pour le coup, ce n'est pas la première fois qu'ils essaient d'instaurer un truc un peu lunaire, puis s'excusent, comme je le disais, et promettent qu'ils ne le referont plus, et que leurs clients sont absolument tout pour eux, etc. etc. Donc la confiance semble bel et bien brisée pour beaucoup de studios. Et c'est d'ailleurs à se demander si Unity n'a pas, la semaine dernière, amorcé une descente qu'ils ne pourront pas remonter dans l'opinion des développeurs, bien sûr, et notamment des petits et moyens développeurs qui font pas des free-to-play et qui font plutôt des jeux dits premium, quoi. D'autant que les discussions autour de l'open source ont été énormément ravivées ces derniers jours. On a vu de très belles manœuvres sur le sujet, hein, notamment Relogic, qui sont les développeurs de Terraria. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Terraria, mais c'est un très grand succès du monde de l'indépendant, qui a décidé de distribuer 100 000 $ par équipe aux équipes derrière le moteur Godot, le moteur ou framework FNA, et Monogame également, avec la promesse, en plus de ces 100 000 $ de départ, de leur verser 1 000 $ par mois à chaque équipe, tant qu'ils continueront à œuvrer pour une démocratisation de la création de jeux vidéo, tant qu'ils continueront à œuvrer pour les gens, pour les développeurs, et pas pour leur propre intérêt. Donc naturellement, en ce moment, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions, et j'ai vu assez peu finalement, effectivement Monogame a été utilisé pour Céleste par exemple, mais j'ai vu assez peu de gens se dire ah bon, c'est bon, non mais vous avez fait une erreur, on revient où on en était, et puis on fait comme si il s'était rien passé. C'est probablement la goutte d'eau pour énormément de gens. Bon, c'est la petite actu du matin. Ah ouais, elle est toute fraîche celle-ci, hein. C'est le départ surprise d'Hideki Kamiya, qui fait ses valises et laisse Platinum Games derrière lui. Alors Devil May Cry, Beautiful Joe, Okami, Bayonetta, Astral Chain, Wonderful 101, vous connaissez un peu le garnement désormais, mais vous connaissez aussi peut-être les déboires récents de Platinum, qui après une période de mercenariat qui n'a pas toujours été auréolée de succès, parfois oui mais pas toujours, veulent de plus en plus se tourner vers la production de jeux en indépendant. Alors on ne sait rien pour l'instant des raisons de son départ, les deux messages, autant le sien que celui de Platinum, sont absolument lapidaires, mais on sait que ça aura lieu le 12 octobre, et que sur son compte Twitter perso, Kamiya précise qu'il continuera, et là je cite, à créer des jeux à la manière Kamiya, restez attentifs pour la suite. Alors, est-ce que les jeux façon Kamiya et les jeux Platinum Games ont fini par ne plus pouvoir être les mêmes jeux, notamment si Platinum veut faire des plus petits jeux avec moins de moyens, moins d'ambition. Ça semble en tout cas être la piste la plus évidente, alors que quand même effectivement une sacrée page se tourne pour le fan de jeux d'action japonais, qui a peut-être suivi la carrière de Kamiya depuis Capcom jusqu'à Platinum, en passant par Clover, et donc voilà, effectivement, maintenant, tant qu'on ne saura pas où il est, on est sur le moment des projections, le moment des pronostics. Le premier qui parle d'un nouveau studio monté par Kamiya avec les sous de Microsoft pour faire Scalebound a perdu, donc j'ai perdu. Mais on peut imaginer plein de choses. On peut se dire qu'effectivement, du côté de chez NetEase, eh bien, on est allé chercher beaucoup de créateurs japonais en leur proposant, avec l'argent de l'éditeur chinois, de fonder leur propre studio au Japon. C'est vrai. On peut se dire que jusqu'il y a Enfin, non, on peut se dire que cette année est sorti un jeu qui s'appelle Hi-Fi Rush. Et que Hi-Fi Rush, par Tango, est peut-être un jeu auquel Kamiya pourrait avoir joué et se dire « Oh, hey, y a pas de la place là-bas ? Ah bah si, Mikami est parti. Oh !» Moi j'adorerais, moi je trouverais ça génial. Ce serait l'incroyable pirouette de cette année 2023 pour moi. Mais c'est pas sûr. Voilà, on peut imaginer effectivement beaucoup de choses. Je pense sincèrement qu'on se dirige plutôt vers des capitaux chinois permettant à Kamiya de fonder son propre studio. On attendra bien sûr de voir. Je suis sûr que sur le chat vous avez d'autres théories potentielles sur l'affaire. Et la question maintenant c'est
quel avenir pour Platinum? Alors bien sûr un studio n'existe pas uniquement par sa plus forte tête, Dieu merci, mais ça fait un bout de temps que ça va mal et ça fait un bout de temps qu'on se demande vers quel type de production ils veulent se tourner. Il faut en fait que les productions vers lesquelles ils veulent se tourner puissent satisfaire le public, la fanbase de Platinum, qui pour le coup a déjà eu l'occasion de voir que peut-être qu'ils n'avaient plus forcément les mêmes aspirations, quoi. Et il reste le projet GG. Le projet GG pour lequel, si je ne m'abuse, qui devait être conduit par Kamiya au sein de Platinum, avec peut-être même des capitaux chinois, si je dis pas de bêtises, à revérifier ce truc-là. Je suis plus sûr, mais du coup, là, l'annonce du départ de Kamiya, elle ne fait aucune mention du projet GG. Starfield est le 5e jeu le plus vendu de l'année en Europe. C'est pas juste un très beau lancement pour Bethesda, c'est désormais l'un des plus gros lancements commerciaux de cette année, absolument délirante pour rappel en termes de jeu. Et quand je dis commercial, je veux dire en laissant de côté bien sûr les chiffres du Game Pass pour se concentrer uniquement sur les chiffres de vente. Les chiffres officiels européens placent sa semaine de lancement plus haut que celle de Final Fantasy XVI, pas surprenant, plus haut que celle de Resident Evil 4 Remake, en 5e position en fait des plus gros lancements de l'année, derrière Star Wars Jedi Survivor, Zelda Tears of the Kingdom, Diablo 4 et Hogwarts. Ça en fait donc également le meilleur démarrage de l'année pour une nouvelle licence, puisque tous les autres ce ne sont pas des nouvelles licences, avec quand même une petite astuce dans ces chiffres, puisque l'accès anticipé du jeu a rallongé sa semaine de lancement de quelques jours. Donc c'est une bonne semaine de lancement. Naturellement, on se demande bien où est passé Baldur's Gate 3 quand on voit tout ça dans ce top. Alors rassurez-vous, Baldur's Gate 3 va très bien. C'est juste que ces mesures, elles sont rapportées par un organisme qui s'appelle GSD, qui, comme beaucoup d'organismes du genre, fonctionne sur une base d'adhésion et de transmission volontaire de ces chiffres. Ce sont surtout les gros éditeurs qui s'y collent, pas tous, mais surtout eux. Et Larian a beau être un gigantesque studio indépendant, eh bien ils ne transmettent pas leurs chiffres à GSD. Ça me permet d'ailleurs de vous rappeler que voilà, quand on lit ce genre d'infos, il faut bien toujours lire les petites lignes, parce qu'il peut y avoir des remontées de chiffres où il vous manque, je sais pas, un jeu Nintendo ou un jeu machin ou un truc. C'est important d'aller lire toujours en bas de l'article, vous allez savoir quels sont les gros éditeurs de gros jeux de l'année qui ne transmettent pas les chiffres. C'est une fin de partie pour Glenn Schofield chez Striking Distance, donc le vétéran des séries Dead Space bien sûr et Call of Duty aussi, qui avait monté en 2019 une équipe pour créer The Callisto Protocol. Il s'en va quelques mois après le flop commercial du jeu, flop commercial et pas mal critique aussi, on va pas se mentir. Le studio a d'abord sorti un DLC qui s'appelle Final Transmission, au moins comme ça c'est clair. Après quoi, ils ont annoncé le licenciement d'une trentaine de personnes et c'est maintenant l'heure pour le patron de s'en aller. Si on manquait encore d'un signal que la maison mère coréenne Krafton va progressivement emmener le studio au fond du jardin et abréger ses souffrances, le voilà quoi. À une différence près, parce que en fait ce qui va se passer c'est que ça va pas du tout être une fermeture de studio. On va plutôt partir sur une absorption des forces vives de l'entreprise au sein de Krafton. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé chez Square Enix il y a assez peu de temps avec les développeurs de Forspoken, par exemple. Et pour l'instant, la version officielle obtenue par Bloomberg, c'est que Schofield s'en va poursuivre de nouvelles opportunités, bien sûr, et qu'il n'est d'ailleurs pas seul, puisque le directeur des opérations et le directeur financier s'en vont aussi, tous les trois, selon Krafton, en départ volontaire. Donc ouais, il reste effectivement, en termes ne serait-ce que de la sphère dirigeante de l'entreprise, il y a tout à faire et il y a eu donc des remplacements qui ont été réalisés. D'ailleurs, l'éditeur coréen a donc filé les rênes de la direction du studio à l'ancien directeur du développement. Et il y a de fortes chances que dans un futur pas si lointain, on voit arriver le petit communiqué qui annonce que chez Striking Distance, on va entrer en hibernation. Et d'ailleurs, je pense aussi que ce sera le moment pour Krafton de dire que finalement, ses plans de s'étendre vers le jeu solo
vont s'arrêter finalement avec The Callisto Protocol. On rappelle qu'à la base, The Callisto Protocol, avant de ne pas être ça du tout, ce devait être une extension solo de l'univers de PUBG. Alors ça, finalement ça n'a pas du tout été ça, mais à la base c'était ce que Krafton voulait. Et de son côté, du coup, Glenn Schofield n'aura pas vraiment réussi à faire cette espèce de Dead Space façon jeu du véritable auteur de Dead Space qu'il ambitionnait de faire. Hein. Et il s'en sort finalement avec une nouvelle médaille sur la poitrine, celle de l'une des pires prises de parole d'un leader de studio sur la culture du crunch, avec son fameux tweet du 3 septembre 2022. Je vous refais pas toute l'histoire, elle est largement documentée, j'en avais parlé à l'époque, ça se trouve très très vite sur Google. Qui veut des bonnes nouvelles? J'en ai pas, je suis désolé. Donc la gueule de bois continue chez Embracer, qui a récemment annoncé un grand plan de serrage de ceinture, vous le savez peut-être, et qui, une semaine après l'autre, va déclencher des plans de licenciement dans des studios qu'il possède parfois depuis à peine un an. Cette fois, c'est Beamdog, un studio canadien qui a fait récemment Midforce, mais que nous, on connaissait peut-être quand il faisait les versions enhanced des 2 premiers Baldur's Gate, souvenez-vous. Et donc, ils l'ont racheté en avril 2022, celui-ci, et il licencie déjà 26 personnes dans le cadre de cette fameuse restructuration au sein du groupe. La même restructuration qui a entraîné la fermeture de Volition. Oui, si vous avez raté les news de l'été, Volition s'est fermé. La fermeture de Campfire Cabal, des licenciements chez Rainbow Studio, ainsi que des licenciements chez Gearbox Publishing, et qui ferait d'ailleurs, Gearbox, pas Publishing mais Entertainment, qui ferait déjà l'objet en interne d'un projet de revente. Hein. Embracer serait déjà sur les rangs pour essayer de se débarrasser de Gearbox. Et ça ne s'arrête pas là, hein, puisqu'on a également appris que ces dégraissages autour des différents deals qu'a signé Embracer s'étendent un petit peu plus autour du fameux deal Square Enix, hein, souvenez-vous, hein, quand notamment le studio Crystal Dynamics avec Eidos Montréal et quelques autres avaient été rachetés. C'était l'an dernier par Embracer. Et là, chez Crystal Dynamics, ils licencient déjà 10 personnes. Alors ce sont 10 personnes plutôt du côté du marketing, c'est en tout cas comme ça que c'est présenté jusqu'ici, mais on rappelle que c'est un studio qui est censé travailler sur le retour de Tomb Raider et sur Perfect Dark en lame allouée pour le compte de Microsoft. Donc c'est une première passe de licenciement chez Crystal Dynamics, et peut-être pas la dernière, hein, puisqu'on rappelle encore que là, Marvel's Avengers vit ses derniers jours, ou vient de conclure ses derniers jours. Donc dans les temps à venir, on pourrait tout à fait les voir annoncer une deuxième salve à base de « Ah bah oui, mais bon, ces gens-là qui travaillaient sur l'aspect live de Marvel's Avengers, on n'a pas de quoi les restaffer, ou un autre truc du genre. » quoi. Enfin, en gros, tout ça, ça vient s'inscrire dans une fin de lune de miel entre Embracer et ses nouvelles possessions. Le groupe, donc, qui est possédé par un monsieur qui s'appelle Lars Wingefors, a trop racheté, trop vite, sans avoir de véritable vision, ni les capacités, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Microsoft, de stabiliser le travail au sein d'un tel empire. Et maintenant, ils vont se cacher derrière l'échec récent d'un deal à 2 milliards de dollars avec la couronne saoudienne pour excuser le bordel actuel et des années de rachat sans vision. D'ailleurs, si vous avez vu passer récemment le fait que le jeu Evil Dead The Game, jeu multijoueur sorti il n'y a pas très longtemps, hein, allait cesser son activité très prochainement, qu'il n'y aurait plus de nouveaux ajouts et qu'en gros, bon ben voilà, il fallait y jouer pendant qu'il existait ou alors ça s'arrête. Faut pas chercher plus loin, hein. C'est une production Cyber Interactive. Donc ça fait partie aussi du serrage de ceinture et de l'opération d'économie lancée par Embracer. Et on imagine que les temps à venir, les prochaines étapes de cette histoire, ce sera très probablement, bien sûr, la revente de Gearbox ou d'autres organes, sachant qu'ils ont racheté immensément, enfin ils ont racheté un nombre tel de studios durant les 5 dernières années qu'il serait difficile et pas très intéressant pour moi de vous faire une liste. Mais il faut se dire qu'actuellement, Embracer possède 140 studios de développement. Dans le mobile, dans le jeu premium console PC, dans la réalité virtuelle, dans le casual game, mais 140 studios et pas de vision. En tout cas pour les récents rachats. Tenez, en parlant de manque de vision, on va parler d'Electronic Arts. EA vous salue bien bas, hein, vous, acheteurs de Need for Speed Unbound. C'est vraiment sympa d'avoir acheté le jeu dont ils avaient oublié de faire la communication, mais vous n'étiez pas assez nombreux. Donc,
rebelote pour le studio Criterion qui se retrouve à nouveau, c'est assez naturel vu la situation actuelle d'Electronic Arts, réaffecté au sauvetage avec d'autres studios bien sûr de la licence Battlefield. C'est une série qu'ils connaissent bien puisque Criterion ils ont déjà fait des coups de main sur Battlefield 5 et sur Battlefield 2042 et probablement d'autres avant déjà, mais c'est une série qui a désespérément besoin d'un futur plus encourageant. Donc comme tout studio affilié à la série, ils vont désormais opérer sous la surveillance globale de Vince Zampella, qui est désormais l'homme fort parmi les hommes forts d'Electronic Arts. Et il glisse d'ailleurs d'une branche à l'autre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Electronic Arts a un peu éclaté son système de développement. Et il y a d'un côté EA Sports et de l'autre côté EA Entertainment. Et du coup, Criterion devient pour l'instant un studio EA Entertainment et plus EA Sports. Cependant, un petit groupe de développeurs résiste encore et toujours à l'envahisseur Battlefield et restera a priori affecté au sein de Criterion à ce que Electronic Arts appelle le futur de Need for Speed, sans qu'on sache exactement quel type d'enseignement farfelu Electronic Arts va tirer du flop commercial de Need for Speed Unbound cette fois-ci. On attend de voir quelle sera la prochaine idée à la merde, alors que la bonne idée c'était prévenez-nous qu'il est sorti. Peut-être ça peut marcher. Je dis pas que ça aurait fait des chiffres incroyables, mais ça aurait quand même été un petit peu mieux. Pour rappel, c'est un super jeu et je vous le recommande. Si vous avez encore envie de donner des sous à EA, bien sûr, je vous le recommande. Il a même eu des DLC, parce que Criterion a bossé sur le post-sortie avant de se faire rabattre sur la licence Battlefield. Ubisoft rappelle son monde québécois au bureau. C'est très important, il faut revenir au bureau désormais. C'est peu surprenant, mais non moins énervant. Un article de Rebecca Valentine sur IGN raconte comment Ubi est en train de revenir en discret moonwalk sur la généralisation des possibilités de télétravail chez Ubi Montréal. Un mouvement manifestement assez général et quelque part encouragé dans les sphères corporate du Québec, si je comprends bien, mais qui semble perçu par une partie des employés du studio comme une promesse trahie. Ubisoft Montréal aurait en fait fait la promotion des possibilités de télétravail à 100%, quand bien sûr le type de boulot le permet, c'est pas pour tous les postes, des possibilités très pratiques, notamment pour recruter, mais qui ont également amené certains membres d'équipe à construire leur vie selon cette possibilité, déménagement, achat en périphérie de la ville, moyens de transport quotidien revendus, les classiques du genre, vous connaissez l'histoire. Il y a donc un certain nombre de personnes aujourd'hui au sein du studio pour qui le retour au présentiel, même en minimum 2 jours par semaine, tel que c'est demandé par Ubi Montréal actuellement, c'est devenu très difficile, voire impossible, pour de pures raisons logistiques. Et Ubisoft a annoncé à ses équipes, pas à l'extérieur, à ses équipes, ne faire d'exception que pour les personnes qui nécessitaient un cadre de travail extrêmement particulier, et seulement après avoir, je cite, exploré toutes les autres options possibles. Et bien sûr, tout ça, ça se fait sur un fond de reprise des chiffres Covid, vous n'y êtes pas forcément étranger, pas étranger, vous êtes au courant, quoi, mais on va pas jouer les surpris. Et bien sûr, avec dans l'article d'IGN, des témoignages de gens capables de retourner bosser, mais qui se désolent d'être rappelés dans des locaux qu'ils considèrent comme trop vétustes, trop bruyants, pour ne pas influer sur la qualité du travail, une autre qualité du travail qu'ils ont développée au long cours depuis l'année 2020. D'ailleurs, l'article d'IGN interviewe des employés présents du studio, pour qui il est assez clair que ce rappel sans condition c'est une forme de paravent. En fait, pour ces personnes, la vraie raison, c'est que Ubisoft, comme vous le savez peut-être, se serre la ceinture à l'heure actuelle et ne dirait pas non à quelques départs volontaires. En gros, utiliser le rappel au bureau comme un moyen de faire des économies en indemnités diverses, dans une ambiance déjà rythmée par les annulations de projets, les licenciements et les fermetures d'antennes. Toujours selon ces sources-là, ça pourrait expliquer pourquoi Ubisoft galère autant à produire des chiffres
et des raisons claires pour soutenir ce nouveau décret. C'est vrai que la moindre des choses, quand on revient sur une promesse qui a impacté la vie des gens, les déménagements des gens, ce serait de produire justement ces arguments. Pour l'instant, Ubisoft communique surtout sur le fait qu'ils vont accompagner un maximum de gens dans cette transition de mode de travail et qu'ils restent à l'écoute des cas particuliers et des besoins spécifiques. Mais l'article de Rebecca Valentine s'attarde aussi sur le fait que l'organisation actuelle s'est montré assez incapable de faire remonter les premiers appels de détresse sur le sujet, avec un système classique de « parle-en à ton manager », alors que ce manager n'a absolument pas la main sur les choses. J'ai l'impression de me répéter quand je vous parle de l'industrie du jeu vidéo, et vous me direz « oui, mais c'est pareil dans les autres industries ». Oui, c'est bien le problème. Et donc, si ça vous rappelle bien sûr quelque chose, c'est exactement comme ça que Activision a sonné le rappel dans ses studios, et certaines prises de parole d'anciens développeurs avaient à l'époque laissé penser que ce changement de politique avait entraîné un exode massif de talents qui avait posé problème à Activision et surtout à Blizzard à l'époque. Mais si c'est l'objectif d'Ubisoft, qui a besoin d'alléger un peu la voilure, il y a des chances que ça marche. Avant que je ne vous laisse, puisqu'on est en train de parler d'Ubisoft, figurez-vous que moi, ma vie est merveilleuse. La vôtre, je sais pas, mais Ubisoft a annoncé The Division 3, et c'est ma petite maladie à moi. Alors pas de trailer, pas d'image de jeu, même pas un artwork, juste une communication à base de mercato pour dire que, ben voilà, un homme fort du studio Ubimassive allait être voilà, le directeur du futur développement de The Division 3. Et un jour peut-être, on y jouera et ce sera cool, sauf si c'est bourré de quartz. Les NFT d'Ubisoft. Je suis pas sûr qu'on en parle encore chez Ubi. Si on en parle chez Ubi encore aujourd'hui, c'est que vous êtes vraiment les derniers, quoi. Donc The Division 3, c'est une réalité, mais c'est une réalité pour quand Massive aura sorti Avatar à la fin de l'année, sauf surprise de dernière minute, et puis ensuite Star Wars Outlaws. Donc c'est pas pour tout de suite. Il peut s'en passer des choses d'ici là. Waouh. Est-ce que Beyond Good and Evil 2 sera encore en développement? La question se pose. Non mais à côté de ça, vraiment, je voulais juste vous prévenir qu'il y a plein de choses que vous pouvez voir si vous en avez envie. Il y a eu un Yakuza Direct, donc vous avez plein d'infos que je ne veux pas dévoiler ici et je fais confiance au chat pour être sympathique là-dessus. Si vous avez envie de vous spoiler un peu certains trucs liés au futur de la série Yakuza et au futur des personnages de la série Yakuza. Et également chez Paradox, on a annoncé Millennia. Je vous laisse regarder ça. On va manquer de temps malheureusement aujourd'hui pour faire mieux. Sachez également que les anciens créateurs de Fate et Lost in Random, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces jeux EA Originals, ont formé un nouveau studio qui s'appelle Moonhood. Moonhood travaille sur un jeu en claymation. Et moi, ça me rend heureux, la claymation. Une esthétique très proche de celle de Lost in Random, mais uniquement avec des sculptures en glaise et donc aussi un peu avec de la pâte à modeler, etc. Ça a l'air très beau et j'ai très hâte de voir la suite. Je pourrais bien sûr vous parler de Dragon's Dogma 2. Oui, des gens ont joué à Dragon's Dogma 2 et vous pourriez aller voir un petit peu ce qu'ils en ont pensé, comme Atomium par exemple. Oui, des gens ont joué à FF7 Rebirth, mais eux, je leur parle pas parce que je leur en veux, parce que c'est en train de redevenir ma plus grosse attente des mois à venir, parce qu'on est un pigeon une fois, on est un pigeon toujours, finalement. Bref, je vous laisse un petit peu faire votre petit marché là-dedans. La prochaine émission sera plus traditionnelle, hein, il y aura des bandes annonces et tout le bordel. Vendredi, on aura l'occasion de revenir sur ce qui s'est raconté cette semaine. Et puis d'ici là, prenez grand soin de vous. Sachez que les plans continuent à se préparer, que ce soit aussi bien pour Origami que pour les Lames du Cardinal sur ma chaîne Twitch, ainsi bien sûr que les lives dont vous êtes le héros. Tout ça, c'est en préparation. Tout ça, ça va commencer à un petit peu bouchonner pour deux de ces trucs octobre. Et j'ai hâte bien sûr de vous en parler un peu plus clairement, bien sûr, et de vous montrer tout ça, parce que là on y est un petit peu, on est dans le dur, voilà. Donc prenez grand soin de vous. Attendez une seconde, on va se mettre un petit peu de musique quand même. Ouais, c'est bien ça. Et puis bonne semaine. Oh oui. Ah, c'est chouette. Je réalise que vous avez même pas eu de bamboche cette fois-ci. Je suis désolé, ça se fait pas. Normalement ça se passe pas comme ça. Je suis absolument navré. Prenez grand soin de vous comme je le disais. Excellente semaine à vous. Les sorties de jeux ne manqueront pas. C'est bien parce que ça va encore alourdir tout le bilan pour vous. C'est très difficile de finir des jeux en ce moment.
Et on rappelle effectivement que l'extension, la DLC de Cyberpunk sort demain, hein, Phantom Liberty. Et moi je vous rappelle bien sûr que si vous voulez soutenir mon travail et me soutenir dans les crèves à rallonge que je chope à cause de mon doux fils, eh bien vous pouvez le faire en allant sur patreon.com/gotos. C'est là-dessus que se base mon activité. Et bien sûr je remercie chaleureusement du fond du cœur les personnes qui me soutiennent déjà. Prenez grand soin de vous, à très bientôt, à vendredi. Si les plans ne changent pas, attention parce que dans le jeu vidéo les plans ça change souvent.